Alors parlons d'un sujet qui est vraiment au cœur de l'éducation, le développement professionnel des enseignants. On va se baser sur l'analyse de François Muller, qui a passé des décennies sur le terrain à écouter et à observer. L'idée, c'est de voir ce que c'est vraiment, ce fameux développement professionnel continu, bien au-delà des formations classiques, et surtout de démonter un par un les préjugés qui nous empêchent d'avancer. On l'a tous entendu, cette phrase, au détour d'un couloir ou en salle des profs. On sent bien la lassitude derrière, presque un soupir collectif, une forme de scepticisme qui s'est installée. Et puis, il y a celle-là, le grand classique. Et c'est une réalité, bien sûr. La pression du quotidien, les cours, les corrections. Le temps, c'est le nerf de la guerre. Ces réactions, elles sont légitimes, on les comprend. Mais Et si on essayait de regarder les choses sous un autre angle? Si tous ces freins, qu'on connaît si bien, reposaient en fait sur des croyances, sur de grosses idées reçues. C'est le pari qu'on va faire ensemble, on va les décortiquer. Alors, voilà notre feuille de route. On va s'attaquer à 4 mythes bien tenaces sur le développement professionnel. Et puis, on terminera avec du concret, avec des clés pour vraiment faire bouger les choses. C'est parti! Allez, on commence avec le plus répandu, je pense. L'idée que se former, au fond, ça ne sert pas à grand-chose. Que ça n'a pas vraiment d'impact sur ce qui se passe dans la classe. regardez bien ce chiffre, 0,51. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est une bombe. Ça vient des méta-analyses de John Hattie, une sommité dans le domaine. Pour faire simple, dès qu'un effet taille dépasse 0,40, on considère que l'impact sur l'apprentissage des élèves est vraiment significatif. Là, on est bien au-dessus. Autrement dit, l'effet nous montre que le développement des enseignants est un des leviers les plus puissants pour faire réussir les élèves. C'est tout sauf une perte de temps. Et ce graphique, il est parlant, non? On voit concrètement où se situe l'impact. On a des gains très nets dans des compétences fondamentales comme la lecture, l'écriture, et c'est encore plus marqué en maths. Donc, l'idée que ça ne change rien, eh bien, les données nous disent exactement le contraire. C'est un investissement direct dans la progression de nos élèves. Passons au deuxième mythe, celui de la solitude. Cette image d'Épinal, de l'enseignant, seul maître à bord, une fois la porte de sa classe fermée. Une vision très ancrée. Le contraste ici est saisissant. D'un côté, la pratique en solo, qui, on le voit, peut nous rendre plus vulnérables, limiter les retours et finalement freiner l'innovation. De l'autre, le travail en équipe, la collaboration, qui démultiplie tout, l'intelligence, le soutien, la richesse des points de vue. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Prenons l'exemple du Lesson Study au Japon. C'est un modèle hyper concret. Comme on le voit, des profs se mettent ensemble pour préparer un cours. L'un d'eux le donne, pendant que les autres observent attentivement, non pas le prof, mais les réactions des élèves. Et après, ils débriefent tous ensemble. C'est ça le développement professionnel vivant et collaboratif. On attaque le troisième mythe. Celui-ci, il est sensible. L'impression que la formation, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, une obligation un peu verticale, qu'on subit plus qu'on ne le choisit. Le mot-clé pour contrer ça, c'est l'autonomie professionnelle. L'idée, c'est de passer d'une logique de conformité, où on applique des recettes, à une logique de responsabilité. Être capable de faire ses propres choix pédagogiques, de construire son propre parcours de développement. En gros, de devenir l'artisan de sa propre pratique. Et ça existe, ce n'est pas une utopie. Regardez ces exemples à l'étranger. Que ce soit en Finlande où on co-enseigne, en Écosse où chacun définit son propre plan de formation, ou en Estonie avec leur portfolio de compétences, le point commun, c'est la confiance. On fait confiance aux enseignants pour piloter leur propre montée en compétences. Allez, on s'attaque au dernier mythe, et peut-être le plus décourageant. Ce sentiment de fatalisme. L'idée que l'école est une sorte de paquebot immense, impossible à faire bouger, et que tout ce qu'on essaye ne change rien au final. Mais regardez cette frise. Elle nous montre que si, les systèmes éducatifs changent, mais ils ne changent pas tous de la même manière. Parfois, c'est une lente évolution culturelle, comme en Finlande, parfois une impulsion stratégique forte, comme en Estonie sur le numérique, ou alors une pratique de fond, continue, comme au Japon. Le changement est possible, il prend juste du temps et différentes formes. Et c'est ça le message le plus important peut-être. La grande transformation ne vient pas toujours d'une révolution imposée. Souvent, elle germe dans le quotidien, par des petites innovations, des ajustements, des expérimentations menées dans une salle de classe. Chaque enseignant, chaque équipe est un moteur de changement en puissance. Bon, maintenant qu'on a déconstruit ces mythes, passons à la partie pratique. Concrètement, comment on fait pour amorcer ce changement à son échelle? Petite question rapide, tirée de la source. À votre avis, vrai ou faux? Est-ce qu'une simple discussion informelle entre collègues peut valoir une formation officielle de plusieurs heures? Et la réponse est vrai!
C'est absolument essentiel de comprendre ça. Le développement professionnel, ce n'est pas que les stages officiels. La discussion de 15 minutes à la machine à café où on échange une bonne pratique, un conseil, une difficulté, c'est une forme d'apprentissage incroyablement efficace. Pour conclure, voilà 5 pistes pour agir. D'abord, se baser sur des faits, comme on l'a fait, plutôt que sur des impressions. Ensuite, oser le dialogue entre collègues, un dialogue ouvert, constructif. 3. Célébrer les petites victoires, les partager, ça donne de l'énergie. 4. Ne pas avoir peur d'essayer, de se tromper. L'erreur, c'est de l'info. Et enfin, le socle de tout ça, construire pas à pas une vraie culture de collaboration. Je trouve que cette citation de John Hattie résume tout à la perfection. Le but du jeu, ce n'est pas d'accumuler des heures de formation. C'est un cheminement constant, un voyage, pour être à la hauteur de la mission qui est la nôtre, accompagner au mieux nos élèves. Et voilà, on termine sur cette question qui est plus une invitation qu'autre chose. Elle nous rappelle qu'une connaissance, une idée ne prend vraiment sa valeur que quand on la partage, parce que la plus petite chose partagée peut être l'étincelle qui allume un grand feu.